Amis téléspectateurs, bonjour. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve dans le cadre du Forum libéral. Parce que samedi dernier, je n'ai pas pu assurer l'émission en direct parce qu'il y avait problème d'essence. Et j'ai évité de consommer le peu d'essence qui me restait pour venir. À tous les de cause. L'autre semaine, on avait abordé le sujet de l'Europe. Vous savez que au 9 juin prochain, il va y avoir les élections pour élire les députés européens. Donc nous avons 5 Guadeloupéens qui figurent sur des listes. Et l'autre semaine, je vous avais fait part d'un document que j'avais établi, qui avait été présenté aux étudiants de la Sorbonne dans le cadre du DEA, qui portait sur les langues étrangères et l'Europe. Donc j'avais proposé un texte. Je vous ai lu la semaine dernière un passage et je terminais en disant ceci. La dernière guerre mondiale de 1939-1945 eut pour principale scène l'Europe et pour principale cause les rivalités entre certaines nations européennes. À partir de 1945, dans une Europe dévastée, pour laquelle la perte de son hégémonie économique, politique et militaire était devenue un fait accompli, beaucoup de penseurs et de dirigeants commencèrent à élever la voix en faveur d'une union entre ces peuples qui leur paraissait comme une nécessité inéluctable. C'est ainsi que je terminais mon intervention l'autre semaine. Alors je poursuis brièvement, parce que je ne vais pas donner tout le texte aujourd'hui. Les hommes politiques voyaient dans cette union une garantie de paix et les économistes l'apparition d'un marché unique avec les avantages que comporteraient des économies d'échelle, une meilleure répartition du travail et une plus grande compétitivité. En outre, les uns et les autres se rendaient compte que l'effort de reconstruction économique ne serait vraiment efficace que dans le cadre d'une coopération supranationale. La Commission économique pour l'Europe, ECE, qui dépend des Nations Unies, fut l'une des premières tentatives d'intégration régionale. Son objectif était de devenir un instrument de coopération pour tous les pays européens, tant socialistes qu'occidentaux. Mais la guerre froide entre l'Est et l'Ouest fit échouer ce projet et consacra le principe d'une coopération séparée. Devant cet échec, les pays occidentaux décidèrent d'avancer rapidement sur le chemin de l'intégration. Deux stratégies semblaient possibles. Petit a, unifier l'Europe en respectant les anciens États-nations. Stratégie dite fonctionnaliste. Petit b, unifier l'Europe en dépassant la notion de l'État-nation par la création d'une structure politique fédérale, stratégie fédéraliste. L'intégration par le système communautaire était préconisée par la stratégie fédéraliste. Par contre, les défenseurs du fonctionnalisme prétendaient arriver à une collaboration entre les pays en procédant par secteur fonctionnel, par exemple, politique, fiscale, industrielle, d'immigration, sans toucher aux souverainetés nationales. La Grande-Bretagne et les pays nordiques défendaient les points de vue fonctionnels, tandis que les nations du continent, France, Italie, Pays-Bas, Allemagne, Belgique, penchaient pour la solution fédérale.
La controverse fonctionnaliste-fédéralisme a marqué l'histoire de l'intégration européenne de 1945 à nos jours. L'intégration européenne de coopération économique OSCE 1948 et le Conseil de l'Europe 1949 apparurent rapidement par leurs actions comme des institutions directement inspirées des principes fonctionnalistes. Alors je m'arrête ici parce que, comme vous le voyez, ce qui se passe actuellement en Europe, rien n'a changé. La confrontation entre fonctionnalistes et fédéralistes a ressurgi notamment avec le conflit en Ukraine, puisque l'Ukraine veut rentrer en Europe, alors que la Russie veut l'y empêcher. C'est là tout le problème. Et le débat est large, puisque vous avez déjà vu depuis l'événement de 2022 où la Russie a envahi les terres ukrainiennes. Bien, le problème se pose maintenant entre l'Est et l'Ouest. Ça redevient. Aux dernières nouvelles, les Russes ont fait une attaque très sérieuse sur une ville de l'Ukraine, Kharkiv, qui est la deuxième ville ukrainienne. Il semblerait que les Ukrainiens ont de sérieux problèmes de défense. Alors pour revenir à l'élection européenne, comme je vous disais tout à l'heure, il faut savoir que la Guadeloupe est représentée en Europe. Avant l'élection de Mme Veil, on décidait de quelqu'un qu'on envoyait directement pour représenter la Guadeloupe en Europe. Ce fut le cas un temps de M. Louis Linière, qui a représenté la Guadeloupe à l'Europe. Et quand il y a eu l'élection où Mme Veil est devenue présidente, nous avions un Guadeloupéen sur la liste. Comme je vous l'ai dit, il y avait M. Frédéric Jalton, qui avait perdu son mandat de député à l'Assemblée nationale et il pensait reprendre un poste de député par l'Europe. La liste socialiste a eu 23 élus. Jalton était en 24e position. Donc, il n'a pas été élu. Mon ami Lucien Mire, qui était secrétaire du Parti socialiste à Pointe-à-Pitre, m'appelle pour me dire, voilà, il y a M. François Mitterrand qui va venir pour relancer un petit peu le socialisme en Guadeloupe et il m'invite à un déjeuner à la vieille tour. Je dis bien volontiers, mon ami, je viendrai. J'y suis allé. Il y avait évidemment M. François Mitterrand, sa collaboratrice, Mme Christiane, le numéro revient tout à l'heure, sa collaboratrice était là et évidemment, on a débattu. Et à un moment donné, j'ai demandé, il y avait Félix Poto aussi, parce que Félix Poto était premier secrétaire fédéral, mais Lucien Mire était secrétaire de la section de Pointe-à-Pitre. Et j'ai fréquenté la section de Pointe-à-Pitre un temps avec Félix Poto précisément, où il y avait bien entendu Démocrite, le maître Démocrite, il y avait maître Jean-Marie, on pouvait se rencontrer pour discuter et on a fait des choses ensemble. Donc, quand j'ai pris la parole, je me suis adressé directement à M. Mitterrand, qui n'était pas encore président. Il était le premier secrétaire national du Parti socialiste. Et je lui ai dit exactement ce que je vous dis maintenant là. Monsieur le Président, comme vous savez, le président, M. Jalton, n'est plus député. Il est sur la liste socialiste et les résultats sont tombés. Vous avez 23 élus. Et lui, Jalton, il était en 24e position, donc il n'a pas pu être élu. Ne pensez-vous pas que vous devriez faire démissionner un des membres nationaux pour que M. Jalton devienne député européen? Jalton était présent, hein? Mais Jalton n'a rien dit parce que je ne lui ai jamais dit que j'allais faire cette intervention. Il a été le premier surpris, il m'a regardé, il a dit oui. Alors j'ai posé la question et M. Mitterrand m'a répondu. Il m'a dit qu'il note ce que je demande
Et il va rentrer en métropole, en Hexagone, maintenant, comme on dit, et il prendra une décision. Et quelques semaines après, la décision est tombée. Un député européen national a démissionné et M. Frédéric Jalton est devenu député européen. C'est ainsi que cela s'est passé. Et quand Mme Veil a adressé le courrier à M. Jalton pour lui faire savoir qu'il était dorénavant député européen, qu'il devait se présenter à Bruxelles pour être installé, je me suis déplacé. Je suis allé à Bruxelles le jour de l'installation de Frédéric Jalton. Et il a été incorporé dans son poste de député européen. C'est ainsi que les choses se sont passées. Et comme je vous dis que M. Frédéric Jalton et moi, on a toujours été de très bons contacts pour des raisons familiales d'abord et des raisons personnelles après. Mais c'est ainsi que les choses se sont passées. Donc les élections auront lieu le 9 juin. Je ne vais pas vous donner la position des Guadeloupéens, mais je sais qu'il y a 5 Guadeloupéens sur des listes diverses. Et j'espère que nous aurons, parmi ces 5 Guadeloupéens, suffisamment de représentants hargneux. Parce que pour aller à Bruxelles, comme je vous ai dit, je suis membre du Conseil européen d'information parlementaire. Pour décrocher des choses, il faut avoir une certaine hargne et de la diplomatie. Donc j'espère que ceux qui vont nous représenter auront suffisamment de tempérament et de méthodologie pour assumer leur mission. Nous avons une représentante qui quitte ses fonctions bientôt, Mme Pio Bacas. Elle a fait comme elle a pu. Elle représentait le monde agricole. Est-ce qu'elle a pu décrocher des choses suffisamment importantes pour le secteur agricole en Guadeloupe? On n'en sait rien. C'est quand elle va présenter son bilan définitif qu'on le saura. Alors tout ça pour vous dire, mesdames, messieurs, que l'Europe a toujours soutenu la Guadeloupe. Je veux pour preuve, vous voyez EDF. Tout le gros matériel de production et de distribution d'Europe, de EDF, ont été financés par l'Europe. J'étais le transitaire de l'EDF. Et c'est moi qui étais chargé de faire toutes les déclarations en matière industrielle pour la société Pétrolusie, qui était transitaire, comme vous savez, dont j'étais moi le directeur. Quand EDF a reçu le matériel, les groupes électrogènes à piston libre, voilà le terme exact, c'était du matériel fabriqué par les chantiers de l'Atlantique en France et qui l'expédiait ici. Moi, je m'intervenais depuis la France. C'est-à-dire qu'il y avait un correspondant, la SCAC, et la SCAC, qui était, si vous voulez, la filière transport international de la Banque de Suez. J'étais leur correspondant. Je me suis rendu justement au chantier de l'Atlantique pour faire savoir que c'est moi qui allais recevoir le matériel en Guadeloupe. Et ça a été transmis. Tous les documents sont parvenus chez nous, chez Pétrolusie, et nous dédouanions tout ce matériel. On a eu comme interlocuteur tout d'abord M. Canivet, qui était directeur à l'époque d'EDF. Ensuite, il y a eu M. Bad, Marius Bad. Et finalement, quand j'ai quitté Pétrolusie, après 10 ans d'exercice, il y avait M. Georges Marianne. Eh bien, tous ces messieurs-là ont été avec moi en permanence pour assurer le bon déroulement des opérations de dédouanement et de livraison. Parce que les matériels d'EDF sont des matériels considérables, énormes. Il faut déjà avoir un système de transport adéquat. Il fallait avoir des remorques depuis le débarquement
que les marchandises aillent directement sur les remorques pour qu'on puisse les transporter facilement. Et bien, tout s'est bien passé. Vous voyez, maintenant, EDF fonctionne. Mais tout ce qui a été, à cette époque-là, importé par EDF, a été financé par l'Europe. Et je vais vous apporter mon témoignage, parce que c'était moi qui dédouanais les matériels avec les documents qui m'étaient transmis par l'Europe. Donc, non seulement EDF a bénéficié des financements européens, mais comme tout le gros matériel d'EDF était exonéré de TVA, et sous l'Ancien Régime, la TVA non perçue était récupérable. Donc EDF a eu à bénéficier de l'Europe et ensuite des exonérations de TVA récupérées. Vous imaginez bien, c'était des matériels qui valaient des centaines de milliers de francs. À l'époque, c'était francs. 8,50 d'exonération récupérée, ça fait un paquet après. Et comme EDF a bénéficié également de l'exonération d'octroi de mer, donc l'électricité que nous avons ici, bien sûr, a coûté de l'argent, mais beaucoup moins que ce que ça aurait dû coûter ailleurs. Et c'est pourquoi que nous sommes en péréquation, c'est-à-dire le prix que nous payons ici en Guadeloupe est pratiquement le même que ce que les Français payent en métropole, en hexagone. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je vais vous dire. Alors, c'est pour vous dire qu'il faudrait que nous soyons actifs le 9 juin pour choisir de bons représentants. Alors, la dernière fois, le taux de participation en Guadeloupe était de 14%. De grâce, faites monter un petit peu. Montez ça un petit peu, essayons d'atteindre les 20%. Parce que nous bénéficions de l'Europe, et en fonction évidemment de notre intérêt pour l'Europe, nous recevrons certainement des moyens encore plus accentués. Donc, je vous recommande d'aller voter le 9 juin pour la liste que vous avez choisie. Vous êtes libre de choisir qui vous voulez, mais allez élire un Guadeloupéen pour que nous ayons des représentants à Bruxelles et à Strasbourg. Autrement, j'ai appris avec beaucoup de regrets, je peux le dire, le décès du juge Renaud Van Ruydenberg, juge d'instruction de très très grande qualité. Il était même surnommé un temps le D'Artagnan de l'instruction. J'ai eu le privilège de rencontrer M. Van Ruydenberg. Comme vous savez, je suis magistrat à temps partagé. J'étais juge auprès des affaires de sécurité sociale et pour le tribunal des personnes handicapées. J'ai une amie à la Cour d'appel de Paris, je ne vais pas vous donner son nom, bien entendu, qui est juge et qui me dit qu'il avait rendez-vous avec elle, j'étais à Paris. Elle m'a dit qu'elle avait rendez-vous avec le juge Van Ruydenberg. Alors, il me parle brièvement, mais je connaissais le juge Van Ruydenberg par le Canard enchaîné. Parce que j'étais abonné à Canard enchaîné, et régulièrement, le Canard enchaîné donnait le détail des interventions de M. Van Ruydenberg dans des dossiers particulièrement épineux. Il y avait ELF, mais il y avait également un dossier concernant le Parti socialiste, URBA, une société conseil qui finançait le Parti socialiste. Donc, comme je vous l'ai dit, j'étais proche du Parti socialiste et il y avait cette affaire URBA. Donc, mon ami à la Cour d'appel de Paris me dit, voilà, est-ce que tu peux venir? Parce que tu sais très bien que c'est le dossier URBA qui va être examiné. Je dis, bien volontiers. Je suis allé et elle me dit, je vais te présenter le juge Van Ruydenberg, un grand gaillard, un monsieur important. Je l'ai salué, je lui ai donné la main, je lui ai dit, je suis de la Guadeloupe. Alors, quand vous entendez parler de Van Ruydenberg, vous pensez tout de suite à la Bretagne, des trucs comme ça. Il m'a dit, oui, j'ai beaucoup entendu parler de la Guadeloupe, et un de ces jours, je voudrais bien y aller. Je dis, mais monsieur le juge, si vous le souhaitez, je vous invite.
tout comme j'avais été réceptionnaire de la collaboratrice de François Mitterrand, qui n'était pas encore président de la République. C'était au mois de décembre. Et je reçois un appel me demandant est-ce que je peux recevoir la secrétaire de Mitterrand qui veut venir passer des vacances en Guadeloupe et l'aider. Alors je dis mais il n'y a pas de problème. Comme j'étais président du syndicat d'initiative de Pointe-à-Pitre et de l'Union départementale des offices de tourisme et syndicats d'initiative, j'avais un appartement à la Tour Frébeau 2 qui servait de siège au syndicat d'initiative, qui était financé, je le signale en passant, par Henri Bangou, le maire de Pointe-à-Pitre, qui avait pris à charge les frais de location. Eh bien, j'ai dit oui, comme ce local est équipé d'une chambre meublée, ben nous pourrons l'héberger. Et c'est ainsi que cette dame est venue, nous l'avons hébergée, elle a passé des agréables moments en Guadeloupe. Et quand elle est repartie en France, elle m'a envoyé, bien entendu, ses remerciements. Et le président, qui est devenu président par la suite, en mai, a gardé avec moi de bons contacts. Alors, je vous donne son nom, la dame en question, vous pouvez le vérifier. C'est Madame Christiane Castro, et c'est le frère de Madame Christiane Castro qui a réalisé l'immeuble Beaubourg à Paris. Donc, ce ne sont pas des gens ordinaires. Et j'étais en contact avec ces gens-là et j'ai pu tirer quelques profits pour la Guadeloupe avec leurs contacts. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Vous avez vu, il y a eu sur nos confrères RFO une émission spéciale sur l'esclavage, la mémoire de l'esclavage. Il y a des choses qui ont été dites, de vraies choses, mais il y a de fausses choses aussi qui ont été présentées. Et l'animatrice de l'émission ne s'était pas suffisamment documentée avant de faire l'émission. Et heureusement que nous avions notre compatriote Régent, qui est un professeur d'histoire, à l'antenne, qui a pu redresser la situation. Il faut bien savoir que la dette que l'État haïtien a payée à la France était de 150 millions or. Et cette dette-là servait à dédommager les colons qui avaient perdu leurs biens, parce que les nègres esclaves étaient considérés comme des biens appartenant à ces colons. Et c'est ainsi que l'État haïtien a été obligé d'accepter le paiement de cette somme par le président à l'époque, M. Mitchell, parce que la France avait menacé Mitchell que s'il ne acceptait pas de reconnaître cette dette, il y a eu une cargaison, et enfin une délégation française qui allait revenir sur Haïti pour l'y imposer. Il a accepté, et comme Haïti était fauché à l'époque, il fallait faire des prêts. Et c'est une banque française, la CIC, qui a payé. Évidemment, quand vous faites un prêt, il y a des intérêts. Et comme Haïti n'était pas encore développé, il fallait que les gens puissent travailler. Et donc le président Mitchell a accepté, parce qu'on lui avait menacé que s'il n'acceptait pas de pays, Haïti ne serait pas reconnu comme un État. Alors, tout ça a été dit. Il y a quelqu'un qui a dit que la dette est de 90 millions. Or, quand Régent a pris la parole, il a bien confirmé que non, la dette n'était pas de 90 millions, mais de 150 millions. Or. Voilà, mesdames, messieurs, amis téléspectateurs, ce que je vais vous dire aujourd'hui. J'espère qu'on va se retrouver samedi prochain dans le cadre du Forum libéral en bonne santé. Et je vous y invite d'ores et déjà à me rejoindre samedi prochain pour d'autres informations. Bon week-end à vous tous et j'espère à samedi prochain dans le cadre du Forum libéral.